Bon, l'herbivore mange de la végétation, ça va. Ça peut comprendre des insectes, énormément d'insectes herbivores, et puis on va parcourir une gamme d'espèces en passant par divers vertébrés jusqu'aux grands mammifères. L'herbivorie, c'est en fait la relation très particulière qu'il y a entre ces espèces et la végétation. Et c'est parfois décliné d'un terme anglais qui a aussi une richesse de vocabulaire pour exprimer ces relations. Bien, je vous propose de parcourir le thème à travers une présentation, ce sera plus vivant et plus démonstratif. Donc vous avez là une lande dans les monts Cantabriques qui est structurée par les herbivores. Ça se voit peu sur cette image, on va en voir d'autres, mais en premier lieu, ce que nous avons commencé à aborder, c'est l'importance de l'herbivorie. Et en fait, on pourrait considérer que dans les dégâts qu'a fait l'humanité sur la nature et qui s'accélèrent évidemment de façon importante dans ces dernières décennies, la première perte, ça a été la disparition des méga-herbivores. Et on sait, par maintenant pas mal de publications, que l'interaction entre plutôt les grands herbivores, je parlais tout à l'heure du fait qu'il y a aussi des herbivores de toute petite taille, mais plutôt les grands herbivores ont généré des mosaïques d'habitat. Les mosaïques d'habitat, c'est la diversité. La biodiversité, on peut le traduire par un mot très simple qui est l'hétérogénéité sous toutes ses formes. On a bien noté aussi dans ces travaux que les changements globaux liés à la disparition des méga-herbivores, ça a été vraiment de grandes pertes sur le patrimoine naturel. Et puis, encore une fois, on a souvent l'image de la reconquête de la forêt après la dernière glaciation. Cette reconquête a été effective, importante, mais elle a surtout été effective parce que les plus grands herbivores avaient été éliminés jusqu'au démarrage de ce réchauffement, notamment par l'activité humaine, et c'est quelque chose qu'on a vu absolument partout dans le monde. La relation entre en fait les grands herbivores et la végétation, elle a été constante. Elle existait du temps des dinosaures. Ici, vous avez une image qui est un peu une image d'Épinal qui représente des grandes espèces qui étaient présentes à la fin de la période glaciaire. Vous voyez le chevreuil au fond qui est toujours là, mais les grosses bêtes qu'on voit sur cette image n'y sont plus. Même donc, à l'époque secondaire, on avait des grands reptiles herbivores et des reptiles prédateurs de toute catégorie de taille. Et on a cette relation qui a existé. Dans certaines îles, c'était des tortues. À Madagascar, c'était un hippopotame terrestre qui était forestier. Et donc, voilà, on a toujours eu ces relations très étroites entre la végétation et les herbivores. Vous avez aussi ces images qui montrent ce que pouvaient être nos faunes à l'interglaciaire précédent. Nous avions des daims, on l'a perdu, il est réintroduit, ou il est plutôt introduit si on considère que nous l'avons perdu. En haut à droite, vous avez l'éléphant antique, il y avait les aurochs, etc., et des rhinocéros. Donc tout ça, c'est un peu passé, mais c'est important de le rappeler parce qu'il y a eu en fait une continuité de la présence des herbivores. C'est ce que nous allons voir. Quelques éléments sur la naturalité, c'est une notion intéressante. Qu'est-ce que exprime une naturalité et comment on pourrait la traduire? Alors, il y a Adrien Guettet qui a fait sa thèse sur le sujet et qui a proposé trois axes, hein. D'abord, le caractéristique physique du terrain. Ensuite, des aspects plutôt liés à des fonctionnements écologiques, et c'est lié par exemple au potentiel d'évolution. Puis un troisième axe qui est, ça c'est très important, on a beaucoup entendu parler de continuité écologique, il faut bien avoir la notion que ces continuités se développent dans les deux axes que sont l'espace et le temps. Donc on a le caractère physique, le potentiel d'évolution et ces continuités espace-temps qui font que cette nature en fait est issue d'une histoire très longue et les herbivores sont des acteurs très importants de cette histoire. On a un certain nombre d'ongulés en France, métropolitaine. N'oublions pas qu'on a quand même beaucoup de terres à l'extérieur de la métropole. Donc le sanglier, bon, je ne vais pas beaucoup m'étendre sur cette espèce, c'est un animal qui est extrêmement répandu maintenant. Il n'a pas été aussi abondant. C'est une expansion qui s'est faite sous l'action de la chasse dans les 30 dernières années avec un mode assez conservatoire qui a mené à certains endroits à des densités élevées. C'est un animal dont les poids peuvent dépasser 100 kg, mais souvent les animaux sont moins importants que ça. Et en tout cas, c'est une espèce extrêmement répandue qui se retrouve à peu près partout, de la plaine à la haute montagne. On a en haute montagne, dans les parois les plus pentues, les bouquetins. On a eu une séparation longtemps entre les ongulés de plaine et de montagne. Dans les ongulés de plaine, vous venez de voir le sanglier. Le plus caractéristique de la montagne, c'est le bouquetin, mais en fait, c'est une espèce de falaise.
Il existe en bord de mer des populations de bouquetins qui ne sont pas en altitude, mais qui sont dans des falaises. On a le chamois, on a l'isard dans les Pyrénées, on a deux espèces en fait. Lui, il s'est très étendu depuis la montagne où il s'y était réfugié. En fait, on le revoit maintenant redescendre dans l'étage des Oliviers en Provence. Et donc, voilà une espèce qui va croiser des ongulés que l'on qualifiait de plaine. Le mouflon, alors lui, c'est autre chose. C'est en fait une espèce qui a été domestiquée très anciennement au néolithique et qui s'est retrouvée à l'état sauvage alors que la domestication n'avait pas beaucoup modifié, probablement pas beaucoup, et donc très proche du sauvage. Mais en fait, c'est une relique d'une domestication ancienne qu'on a mis dans la catégorie animaux sauvages. Et puis, c'est assez hétérogène dans ses formes parce que finalement, ensuite, il y a eu beaucoup de diversité qui s'est créée avec les brassages qui ont été faits depuis très, très longtemps sur le bassin méditerranéen. Une espèce extrêmement classique en France, notre petit grand herbivore. Les adultes font 20-25 kilos à peu près. Il n'y a pas énormément de différence entre mâles et femelles. Ici, cette chevrette, vous voyez sous une ligne électrique. Donc, voilà un animal qui est extrêmement répandu, qui s'est développé avec des réintroductions organisées par le monde de la chasse après-guerre, puis ensuite un mode conservatoire des populations par le plan de chasse à la fin des années 70. Donc, voilà une espèce qui se trouve maintenant très commune dans nos campagnes. C'est un animal qui marque le terrain. Quelques images pour illustrer ces marquages territoriaux. On est en plein dedans, là, en mois de juin. Ça a commencé dès la fin des velours, c'est-à-dire la fin de croissance des bois. Donc, on se situe à peu près en mars. Et pour le rude qui va se placer en juillet. Donc là, cet animal est en train de marquer des branches. Celui-ci est en train de manger des saunis de chêne. C'est peu apprécié par les forestiers. Il y a évidemment un grand débat sur la densité des ongulés sauvages et la possibilité de régénérer la forêt avec la difficulté que rencontrent les forestiers qui font du chêne, puisque dans les premières années, les chênes ont besoin de lumière. Alors, dès que l'on a de la lumière en forêt, il n'y a pas que des chênes et il y a beaucoup d'ongulés qui s'intéressent à ces trouées. Donc, on a évidemment un point de conflit possible. Cet autre chevreuil qui mange des chênes plus en hauteur, celui-ci des ronces. Les ronces, c'est une alimentation très importante des ongulés de plaine, notamment du cerf. Et puis les naissances, c'est un peu passé maintenant, c'était fin mai, début juin. Voilà ce faon qui est dans les jacinthes. Vous voyez avec la taille des jacinthes, c'est vraiment tout petit, ça fait à peu près 1 kilo, ce faon de chevreuil, avec une bouille assez terrible. Enfin voilà, très sympathique. Ici, ce chevreuil mâle en pleine période de rut, vous voyez en bas de son cou, il y a une blessure. Ça se bagarre beaucoup, les chevreuils, avec beaucoup de friction territoriale. Et là, vous avez sur 150 hectares une illustration de territoire que j'avais faite à côté de chez moi dans le Val-de-Marne. Bon, l'idée, c'est de montrer là qu'on a une imbrication des territoires et tout l'espace, quasiment tout l'espace est occupé. Les jeunes se retrouvent dans les espaces les plus dérangés, c'est les surfaces qui sont en jaune clair. Donc là, on a une organisation spatiale qui fait que on a à peu près une densité relativement régulière sur l'espace, et c'est une caractéristique sur laquelle je vais insister un petit peu. Les chevreuils, on n'a pas d'effet de concentration comme on peut l'avoir sur les cervidés en général. On va retrouver cela chez le daim, le cercica qui est introduit, vous allez le voir après, et bien sûr le cerf. Je vous parlais des combats de chevreuils. Alors ici, vous avez un brocard qui s'est fait bien étaler par son concurrent. On voyait les traces au sol à droite de l'impact et l'animal s'est retrouvé tué net pendant le rut. Ça n'arrive pas si fréquemment que ça, mais ça arrive chez les cerfs aussi. C'est possible qu'il y ait de la mortalité dans les combats, mais ce n'est pas du tout fréquent. Dans les grosses populations, il y en a bien probablement un par an, mais ce n'est pas énorme. Ici, simplement signifier que les chevreuils, à l'opposition des bouquetins et chamois, perdent leur bois, comme les cerfs, les daims, tous les cervidés perdent leur bois chaque année. La perte des chevreuils, ça se situe entre, en gros, octobre-novembre. Donc, il est possible de temps en temps de trouver des bois par terre. C'est pas évident, c'est tout petit. Et on peut plus facilement passer à côté sans les remarquer. Les croissances des bois en hiver, simplement pour continuer le tour d'horizon. Ici, avec ce chevreuil en velours dans le Queyras, en velours, c'est-à-dire les bois sont en croissance depuis la perte fin octobre jusqu'à le dépouillement des velours à peu près mi-mars, fin mars, ça dépend des endroits.
Et donc, on a cette physionomie un peu particulière. En ce moment, les cerfs sont en velours et ils ont aussi les bois recouverts comme cela de cette peau, le périoste en fait, qui se retrouve être couvert d'une peau et qui protège le bois pendant sa croissance. Alors, je vous disais que les chevreuils sont plutôt territoriaux et que la répartition est régulière sur le territoire. Il y a une petite nuance. Avec l'augmentation des populations, les populations de plaine se sont développées dans les années 80. Ça a été surtout très significatif à cette période. Et des populations se sont installées dans des plaines comme le plateau Picard, les plaines de Champagne, la Beauce, avec des regroupements hivernaux qui ont surpris, atteignant parfois 40 individus. Là, il n'y en a que 6, mais ça peut être relativement important. Et on retrouve là un comportement connu du chevreuil de Sibérie, qui est évidemment bien plus loin à l'est, et qui lui fait très classiquement ses regroupements hivernaux avec des hardes qui peuvent atteindre des centaines d'individus, pour le coup les plus grosses 300, et tout ce beau monde migre là-bas en Sibérie pour des raisons de couverture de neige et de disponibilité alimentaire sur jusque 1000 km. Ça avait été étudié par Dan Ilkin il y a 35 ans. Et plus modestement en France, on a ces regroupements qui peuvent faire des grosses hardes en hiver et tous ces animaux redeviennent territoriaux, repartent dans les bosquets au moment de la reproduction. Donc là, on a un cas un peu particulier d'organisation spatiale qui va être très différent de celui des organisations spatiales des daims, des cerfs ou élafes ou cercica, qui sont des espèces caractérisées par une organisation en harde particulièrement structurée chez les femelles. Alors, notez chez ces deux daims dont les bois sont en velours, vous avez, je pense, deviné avec ce que je vous ai présenté sur les chevreuils, donc on est dans la fin de croissance. La petite flèche indique le bois gauche, donc c'est assez amusant de voir ce bois qui n'est pas encore fini, mais c'est pas loin. Et voilà le même, le daim ayant terminé, et donc les bois sont finis déjà depuis un petit moment, puisque cette photo, elle est faite au printemps suivant, avant qu'ils les perdent, qu'ils perdent la série suivante. À droite, vous avez des tout petits bois sur les têtes des daims. Ce sont des daims d'un an. Voilà. Donc le daim a été introduit en France, beaucoup dans les parcs. Il y a quelques populations qui vivent en milieu naturel. Je vais vous montrer des cartes ensuite. Alors on a des fois des daims qui s'énervent sur des clôtures. Ça fait vous voyez, un daim à perruque bleue, un peu particulier. C'est évidemment extrêmement dangereux parce que des clôtures, notamment électriques, à chevaux qui sont débranchées en hiver, il y a pas mal de cerfs et de daims qui, s'excitant avec, s'étranglent. Donc, c'est vraiment pas des choses à faire. Laissez les banderoles non branchées. Ici, vous avez cette harde de daim en bas et en haut. Donc là, simplement l'illustration de ce caractère grégaire. Il y a un mâle qui accompagne la harde en bas, mais ça fait du coup une organisation spatiale où on va se retrouver avec des zones de concentration, et ça c'est un sujet évidemment important en gestion de l'espace et en gestion de l'espèce. Ici, on est dans le parc de Rambouillet avec ses cercicas. Alors, le cercica, pour le coup, est vraiment une introduction. Le daim, on peut se dire qu'il était là à l'interglaciaire précédent. Lui, il n'avait rien à faire en Europe. Il vient du Japon. Et malgré tout, il y a quelques populations qui existent. Ils s'hybrident en Irlande, en Angleterre, avec le cerf élaphe. Et les hybrides, d'ailleurs, ressemblent beaucoup à l'élaphe. Donc, vous avez là un animal de plus petite taille que le cerf élaphe. Les daims, on était en dessous de 100 kilos, souvent 80 pour les mâles, 50 pour les femelles. Le cercica, c'est un peu plus petit encore. On est plutôt entre à peu près 40 kilos pour les femelles, peut-être 60 pour les mâles. Voilà encore ces cercicas en forêt de Ferrières, en Seine-et-Marne. Et ici, quelques cartes pour montrer à quoi ressemble la répartition de ces espèces, le daim et le cercica en France. Vous voyez que ça reste des répartitions assez localisées, notamment le cercica est encore heureusement assez localisé. Comme il se croise avec les lafes, ce n'est pas une bonne idée, évidemment, d'avoir des cercicas dans des zones où il peut y avoir de l'hybridation. On a déjà eu assez de mélange génétique de nos cerfs après les réintroductions pour en rajouter avec en plus un mélange avec le cercica. Les daims, ce sont des populations, pour le coup, ça ne se mélangera pas. La plus grosse population, peut-être, je peux vous signaler, sur la plaine du Rhin, c'est l'Ilwald. Mais sinon, ça reste des populations relativement modestes. Les tâches qui sont représentées là ne représentent pas véritablement les surfaces. Prenons quelques temps sur le cerf élaphe. Vous avez ici ce mâle adulte italien. C'est une espèce qui vit en harde, donc comme le daim, comme le cercica.
qui peuvent être très importantes. Là, vous avez une partie de Meurthe qui contient une centaine d'individus et en bas, vous avez quelques images qui vous montrent des paysages très marqués par des densités élevées de cerfs. En bas à gauche, c'était en juillet des fougères à 2 mètres de haut, réduits à l'état de fragments par le piétinement. On a souvent dans les milieux ouverts, comme c'est le cas dans cet endroit-là qui est dans l'Aisne, des zones où les animaux viennent passer du temps, les jeunes jouent, et du coup, là, on voit aussi autour du jeune arbre que c'est particulièrement piétiné, et donc on a ces faciès très marquées. Au milieu, ce qui est dans cette image, c'est un roncier. Alors en fin d'hiver, ce roncier, ici dans la forêt de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, il y a déjà pas mal de temps, parce que la densité a bien baissé là-bas, vous remarquez que le roncier, on ne voit que les tiges, on voit quelques feuilles, on voit de temps en temps des zones où on a des feuilles vertes. En fait, c'est assez extraordinaire, mais on peut cartographier l'activité hivernale des cerfs lorsque la ronce est l'aliment principal et relativement homogène sur la forêt, en regardant juste l'allure des ronces en février-mars, avant que ça reprenne. On a toute l'activité hivernale et il est assez simple de cartographier du coup les zones de concentration, enfin de regroupement en tout cas, des femelles et jeunes qui se retrouvent parfaitement sur la consommation de la ronce. On peut le compléter évidemment avec d'autres végétaux, mais souvent c'est très clair. À droite, vous avez ce paysage d'une forêt normande. Alors, il n'y a pas grand-chose entre le sol et 2 mètres de haut. Donc là, évidemment, une zone où le cerf est maintenu en densité élevée et ça marque le paysage. Bon, le cerf en Europe a une grande répartition. Là, ça vous donne une image assez globale de la répartition de l'espèce, très présent en France. Les très hautes densités sont plutôt en Écosse que chez nous. En Espagne, ils ont gardé un cerf avec une sous-espèce sans trop le mélanger, même s'ils avaient aussi, comme nous, beaucoup éliminé l'espèce et l'ont réintroduit, mais ils l'ont réintroduit à partir de populations espagnoles. Ce qui n'a pas été le cas chez nous. On a des joyeux mélanges génétiques. On a des cerfs qui nous viennent d'un peu partout. Une carte récente de 2021 du cerf en France, c'est à peu près fidèle à la répartition. Je dis ça parce que certaines limites, quand on les regarde bien, elles se calent sur les départements. Donc, quelque part, il doit y avoir des divergences de vues entre les techniciens qui ont renseigné cette information. Mais enfin, en gros, ça donne une bonne image. Et surtout, l'image suivante, est plus marquante. Vous avez à gauche ce qui restait en 1900. En fait, après la Révolution française, l'abolition des privilèges, dont la chasse, les cerfs ont été progressivement éliminés de beaucoup de régions et il n'en est resté que, vous voyez, en gros, les forêts autour de Paris, un petit peu le centre, l'Alsace, quelques populations bretonnes, une forêt un peu isolée, la forêt de Cerisy, qui est vers le Cotentin. Mais regardez à droite, l'expansion a été vraiment remarquable. Il y a des cartes qui sont disponibles en ligne qui vous donnent un état tous les 5 ans et vous voyez comment cela a progressé depuis la première de cette série qui est en 85. Donc on a véritablement là une espèce en expansion avec donc des zones où ça se passe relativement bien et d'autres un petit peu plus difficilement avec des activités sylvicoles. Revenons sur le caractère grégaire et ça va permettre de revenir sur l'herbivorie. Le cerf est donc une espèce qui s'organise spatialement. Ici, vous avez la forêt de Bercé dans la Sarthe, vous voyez le Mans haut à gauche, et les cerfs de cette population de Bercé, c'est la forêt en fer à cheval que l'on voit sur le sud de cette représentation, évolue en fait sur 40 km du nord au sud à peu près et 20 km d'est en ouest. Alors j'avais fait cette carte-là précisément en février en allant regarder la consommation de la végétation, les marquages sur les arbres, etc. Dans le hachuré rouge, vous avez les zones de regroupement des femelles et jeunes. Et dans le hachuré avec un contre-hachurage un peu violet, c'est plutôt les zones où se rassemblent les mâles printemps-été. Et puis les zones intermédiaires avec des hachurés orange, ce sont des zones où on a des présences de mâles un peu plus marquées, alors que des animaux sont vus jusqu'au pointillé. Et puis le pointillé n'est pas une limite nette, hein, c'est une limite évolutive, c'est un flou en fait. C'est des zones au-delà desquelles normalement on ne trouve pas de cerfs. Il y a maintenant un certain nombre de populations où on aurait bien du mal à mettre les limites parce que les populations sont au contact les unes des autres. Et par contre, on pourrait cartographier toutes les zones de regroupement de femelles et jeunes, ce qui serait fort intéressant pour mieux comprendre la répartition de l'espèce dans des zones continues comme la Sologne ou l'ensemble des Vosges, par exemple, ou d'autres forêts du Grand Est ou les Pyrénées. On a des populations touche-touche, les Alpes aussi, ça commence à être des populations assez continues.
Et donc, vous voyez que sur ces organisations-là, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans les tâches hachurées rouges, c'est plus marqué en hiver, plus de la moitié d'une population utilise moins de 20% de la surface totale. Quand on parle de densité de serre sur une forêt, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens quand on voit ça. On comprend bien que si on concentre plus de la moitié sur un cinquième de la surface, eh bien, la question se pose plutôt de quelle est l'organisation spatiale plutôt que de dire quelle est la densité d'animaux sur une forêt. C'est vraiment fondamental en termes de gestion de l'espace, gestion des conflits, etc. C'est souvent une information qui manque. Et souvent aussi une information qui manque de la part de propriétaires qui, même s'ils ont 1000 hectares, ce qui était beaucoup, certains ont 100 hectares, voire moins, bah, c'est en fait un timbre-poste dans un espace utilisé par une espèce à comportement social élaboré et donc à structuration spatiale tout à fait particulière. Ici, en quelques images, je vais vous montrer que ça peut changer. On a en bas à droite la forêt de Fontainebleau, en haut à gauche la forêt de Rambouillet. Les hachurés qui sont plutôt dans les noirs et puis verdâtres, c'est les zones de rassemblement femelles et jeunes. L'espace orangé, c'est des plaines utilisées par les cerfs, et donc vous avez un trait qui figure à peu près les limites de la population, et le hachuré jaune, ce sont en gros des forêts dans lesquelles les cerfs ne sont pas vus à ce moment-là, en 1950. Et donc vous avez l'agglomération parisienne avec quelques routes qui sont marquées. On fait un bond de 20 ans, l'autoroute A6 est créée, coupe une population, un noyau de population de la forêt de Fontainebleau, et il y a la création d'un nouveau noyau dans une propriété privée de l'Essonne. Et l'extension des zones jaunes, c'est la déprise agricole, les boisements des coteaux. On perd des milliers d'espèces dans les coteaux, on gagne quelques espèces forestières. Le bilan n'est pas bon. Mais pour le cerf, voilà ce qui se passe. On fait encore un bond de 20 ans, et là, c'est un peu stupéfiant parce qu'on a l'impression qu'on a du cerf partout et que c'est continu. Et en fait, on est avec un haut niveau de fragmentation. Effectivement, les populations ont augmenté. Et puis, vous avez peut-être remarqué qu'entre cette carte et la précédente, les noyaux de population sont plus nombreux et ne sont plus les grands noyaux qu'il y avait dans les forêts publiques au préalable. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les années 80, les gens qui vivent dans l'agglomération parisienne ont plus de temps libre et plus de voitures, vont se promener, et ça s'est passé de la même manière dans les forêts de l'Oise. On a véritablement une explosion des noyaux de population qui étaient dans les forêts publiques vers les forêts privées. Et maintenant, tous les noyaux que vous voyez sur ces images, et je vous les souligne en jaune, sont dans des propriétés privées ou terrains militaires. Évidemment, vous pouvez avoir un propriétaire privé qui est content d'avoir des cerfs, tout va bien, et celui qui veut faire des chênes et qui se retrouve avec les cerfs chez lui, il ne les avait pas, ça ne va pas bien. Donc, vous imaginez la gestion des conflits. Tout ça pour vous montrer que ces organisations spatiales, elles peuvent bouger. Et ici, le moteur, ça a été tout simplement les Parisiens et l'agglomération parisienne qui va se promener en forêt dans les années 80. Ça ne s'est pas arrangé depuis au sens du dérangement causé à ces animaux. C'est très bien que les gens se promènent, mais voilà, ça a des conséquences aussi sur ces grands ongulés. Évidemment, ça a des conséquences, vous pouvez l'imaginer, sur la pression de pâturage. Maintenant, je vais vous montrer un certain nombre de relations qu'il y a entre ces grands herbivores et la végétation en vous proposant d'aller faire un tour dans le nord-ouest de l'Espagne. Vous voyez entouré en blanc la cordillère cantabrique, dans un petit secteur de cette cordillère où on se retrouve au contact de la mer avec un climat océanique montagnard, donc très arrosé. Vous avez ce cerf-là et puis cette ambiance brumeuse. Ce qui est important dans ces espaces-là, c'est que le pâturage, il est réalisé par un ensemble qui comprend des chevaux présents toute l'année, ce sont des races à viande, des vaches qui sont présentes du printemps, été, automne, et qui sont aussi des races à viande, avec des races rustiques qui mangent d'une végétation exigée. Enfin, c'est pas la Bretonne qui produit 6 000 litres de lait et à qui il faut donner de l'herbe verte. Vous voyez qu'elle se retrouve dans des genêts, des ajoncs et une végétation beaucoup plus ingrate, enfin, en tout cas, correspondant plus à nos espaces naturels et aux exigences des herbivores rustiques. Ici, vous avez une partie d'une harde de biches qui parcourt la lande en consommant. On voit toutes les coulées qui marquent le terrain. Et vous avez donc chevaux, vaches, cervidés, cerfs. Ça vous donne des paysages extrêmement structurés. C'est vraiment important de montrer la complémentarité que peuvent avoir ces trois types d'espèces sur ces paysages. Vous voyez un hou devant qui a une forme à diabolo. La forme à diabolo, elle a été obtenue par la consommation, on le voit bien, c'est taillé comme si on avait pris un sécateur.
par des vaches et des cerfs. Puis vous avez une coulée qui part au milieu de l'image et qui va sur la droite du haut. Au fond de la coulée, c'est de la terre. À gauche, ce sont des genêts. À droite, ce sont des bruyères et des ajoncs. Vous avez plusieurs espèces d'ajoncs, de bruyères et de genêts qui sont sur cette image-là. Et donc, vous avez ce que j'exprimais tout à l'heure, une hétérogénéité qui s'est installée. Imaginez que l'on gère cette lande avec une tondeuse. Eh bien, nous aurions une hauteur constante et nous n'aurions pas cette structuration. On n'aurait évidemment pas la même diversité associée. Et ça, c'est vraiment un point très important, c'est le fait que l'action des herbivores est complémentaire. Et surtout, nous avons là des espèces dont les tailles, les capacités digestives, la sélection des espèces est variée. Vous avez ici une illustration où ce cerf et ses quelques biches consomment un peu de bruyère et des herbacées. Ils consomment un petit peu le genêt à balai qui apparaîtrait vert flashy sur cette image, mais ils le consomment en fait assez peu. Les vaches le consomment. Et là, si nous avons sur cette image le cerf, imaginez que nous n'ayons pas les vaches et les chevaux. On le voit un peu dans le fond de l'image où les genêts deviennent dominants. Eh bien, on bascule les végétations vers les végétations très compétitives que sont ici des genêts, mais dans d'autres pentes des ajoncs, les vaches et les chevaux étant absents, les cerfs ne peuvent pas juguler ce développement. Ce sont des espèces légumineuses qui fixent l'azote, qui ont une grande performance à s'installer et à se développer sur des sols ingrats. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental, cette communauté. Je signalais la perte des méga-herbivores, c'est-à-dire les herbivores qui font largement plus de 500 kg. Là, on n'est pas dans ces catégories de taille. Ici, sur cette image, vous avez ce cerf avec ses beaux envelours qui parcourt une lande où on voit qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité, mais si vous regardez bien, vous voyez plein de fougères-règles. Là, on baisse la charge en vaches et chevaux. Les fougères-règles ne sont pas consommées par les cerfs, d'ailleurs, pas plus par les vaches et les chevaux, seulement ils les piétinent, ils cassent les rhizomes. Et vous auriez en quelques années la couverture totale des fougères. On l'a vu dans tellement de montagnes, par exemple dans les montagnes du Pays Basque, pour en prendre juste un cas. Mais vous avez donc en quelques décennies la dominance de la fougère-règle. Pour poursuivre sur ces complémentarités, vous voyez les cerfs avec une mâchoire étroite et les vaches avec une mâchoire large. Alors ça a une fonction, c'est-à-dire que quand vous avez dans certaines végétations continues les vaches qui prélèvent des herbacées, elles font un puits de lumière qui permet à certaines espèces de germer grâce à la trouille qu'ils créent en consommant la végétation, ce que le cerf ne fait pas en prenant trois feuilles. Vous avez ici cette vache dans les monts Cantabriques qui consomme des genêts à balai. Vous voyez là une vache rustique. Ici, on a une image assez extraordinaire d'une lande à bruyère vagabonde, très structurée par les herbivores, là, vaches, chevaux et cerfs, en plus avec la floraison. Et vous voyez cette diversité de formes et la diversité associée. Alors, quand on le voit aussi sur cette image, on a une coulée, par exemple, au centre de l'image où c'est de l'herbe rase. Vous avez à gauche des ajoncs, plusieurs espèces, des genêts, et puis vous avez des zones rocheuses. Sur les zones rocheuses, on a, par exemple, ici le dipode stridulante, qui est une espèce qui ne va tenir que dans des milieux extrêmement peu végétalisés. Ici, la sauterelle, qui est le dectyle véricivore, est un prédateur de criquets. Vous voyez en consommer un, on est dans de la bruyère plus haute. Cette diversité végétale va évidemment être un support à beaucoup d'insectes. Vous avez des ratios de 10 à 50 espèces d'insectes par plante, c'est des ordres de grandeur, mais ça vous donne tout de suite une idée. Quand on augmente la diversité végétale par justement l'action des herbivores, ça a des effets incroyables sur la diversité en général. Et puis, ces structures, c'est aussi une hétérogénéité thermique. Je disais, le mot hétérogénéité est très commode à retenir pour exprimer la diversité. Vous mettez un thermomètre à l'ombre, il fait 9 degrés. Vous le mettez au soleil, au même moment, il fait 25. Et vous avez une vipère en bas qui, évidemment, va profiter de la température en fonction de ses besoins, un coup à l'ombre, un coup au soleil. Et ça va leur faciliter la vie. Voilà les vipères de Séoane dans les monts Cantabriques, une espèce endémique. Continuons le tour avec l'effet des herbivores. Vous avez l'enjeu de tout ce qui est bouse, crottin et autres laissés qui se trouvent être décomposés par un arsenal d'espèces, des bactéries, des champignons, des insectes. Des insectes qui font des aspects, une contribution de structuration de cette décomposition, et puis la partie chimique est réalisée par des micro-organismes, dont les champignons. On a là tout un ensemble d'espèces rares et extrêmement intéressantes. Vous avez évidemment les coprophages, ici, ces coléoptères rouges, qui sont les Caprimorphus cutator pour les intimes. Et puis vous avez ici une petite partie de la diversité des coléoptères qu'on peut trouver dans
laissés d'herbivores. Hélas, avec les produits chimiques et les traitements vétérinaires, on a eu beaucoup de pertes et qui ont des conséquences évidemment dramatiques sur les chaînes alimentaires. Vous avez des chauves-souris, comme ici le grand rhinolophe, qui, pour une partie de leur cycle, ont besoin de consommer ces bousiers. Et dans certaines régions, ça a été des limites pour leur population, et vraiment des limites sérieuses. Donc on a là toute cette imbrication. Vous avez ici ces vaches au braque qui se disputent, ça gicle un petit peu sur le sol, ces bisons qui se retournent chez Patrice Longo, réserve des Monts d'Azur, et ça crée des habitats pionniers pour tout un tas d'espèces. Ici, le criquet du Hétis, qui n'est pas un criquet rare, hein, simplement, ça vous fait une diversité d'habitats par leur action. Là, c'est un taureau qui s'est énervé la semaine dernière à Somiedo. Il a étendu la zone du chemin avec les zones terreuses. Puis vous avez en haut à droite une cicindèle campestre, c'est un prédateur qui va se poser sur les surfaces les plus dénudées, qui vient de capturer un minuscule insecte. Vous voyez toute cette diversité. On continue avec les arbres, hein. Les cerfs ou les bêtes à cornes, ben, ça frotte les arbres, ça finit par les blesser. Alors, certains vont dire, mais c'est affreux. Et puis les biologistes, mais non, c'est formidable, c'est de la diversité. Donc voilà des champignons qui vont pouvoir coloniser ces nouvelles blessures et des insectes qui vont aussi s'en mêler. Et on a toute une série d'espèces. Et de toute façon, la nature n'avait pas fait des arbres pour faire des meubles. Et donc, on a une diversité associée à la décomposition naturelle du bois, qui est aussi un pan extrêmement important de la diversité biologique associée aux herbivores. Et puis de temps en temps, les herbivores, ça meurt, les cadavres, c'est extrêmement important. Alors voilà, 3 semaines plus tard, le même cerf, les sangliers s'en sont occupés. Et quand ce n'est pas les sangliers, ici, c'est l'ours qui ouvre ce cheval. Ce cheval n'a pas forcément été tué par un prédateur. L'importance là des grands prédateurs, c'est un peu d'ouvrir la boîte, parce que des animaux comme ça, ben, ça ne s'ouvre pas. Alors ça finit par le faire avec des micro-organismes, mais ça va plus vite avec un ours. Voilà, ce cheval aussi qui est consommé par une meute. Mais les petits carnivores aussi s'y intéressent. Ici, cette martre qui vient de consommer quelques morceaux de chevaux. Et puis, je vous le disais, les insectes associés, là, c'est Oisioptoma thoracicum, qui est une sylphe, un coléoptère très commun sur les cadavres. Ici, beaucoup moins commun. J'avais trouvé cette mouche sur un squelette de daim l'hiver dernier. Et c'est la deuxième mention en France de cette mouche. Voilà, bon, il faut évidemment penser à chercher des insectes qui volent sur un daim mort en plein mois de décembre, ce qui est quand même pas très courant. Pour finir sur ce tour d'horizon, on a un héritage extrêmement important des milieux ouverts qui avaient été initiés par des grands herbivores passés, prolongés par tout un tas de formes d'élevage traditionnelles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec l'élevage intensif dans beaucoup de régions, notamment en montagne. Ici, on est en forêt de Fontainebleau. Cette forêt a été enrésinée de manière importante, alors soit plantation, soit spontanée, issue tout simplement de la capacité colonisatrice des pins. Et donc, les milieux ouverts régressent. On a ces images qui font que nous avons en France eu le premier espace protégé pour des raisons artistiques. On peut faire cocorico, l'UICN a été créé en 1948 en France. C'est l'école de Barbizon qui avait trouvé ces paysages magnifiques. Alors, on rejoint complètement notre sujet parce que ben, ces paysages, c'est un agrosystème très ancien, c'est-à-dire un endroit où des hommes ont envoyé leurs bêtes pour paître et en gardant des vieux arbres, comme ce chêne incroyable en haut à gauche. Ces paysages étaient encore visibles jusque dans les années 60 en forêt de Fontainebleau. Tout cela a complètement été perdu. Donc nous avons quelques restes avec des tourbières assez extraordinaires, des paysages ouverts et tout un tas d'espèces remarquables. Alors le pic prune associé aux vieux arbres, le petit crustacé à sa gauche, Tanimastic stagnalis, une relique incroyable de certaines platières de Fontainebleau. La sphène en haut à gauche qui est proche de la sphène de Magellan, une relique glaciaire. Voilà, des tourbières qui ont été évaluées jusqu'à 8000 ans d'âge. Donc c'est vraiment un patrimoine étonnant. On retrouve ce genre de choses, des vieux arbres enchâssés dans un taillis. Évidemment, ils ont poussé en milieu ouvert, sans concurrence, dans des landes. Encore une fois, un paysage hérité d'un pâturage ancien complètement perdu. Ici, des pâturages qui récupèrent ces landes avec des moutons. Là, ce sont les cerfs qui s'en occupent dans le parc de Chambord et vous avez donc cette ripisylve très dénudée et surtout ces aspects de marais très ouverts avec la cigogne noire qui vient s'y nourrir. Des expériences de pâturage naturel avec des chevaux dans le marais de l'Archamp.
Ici, dans la forêt d'Orient, des animaux que nous n'avons plus à l'état sauvage, où nous avions des chevaux, le tarpon est aussi une relique d'une domestication dans un délai court, ce qui fait que c'est une race qui est fort utilisée en pâturage naturel, mais qui vient de la domestication. Et à gauche, l'élan, il n'est pas courant de voir un élan et un tarpon l'un à côté de l'autre. En général, ils ne peuvent pas se supporter, donc ça n'a pas duré. Juste pour vous montrer qu'un élan, c'est grand. Ce serait extraordinaire qu'on arrive à le réintroduire. On retourne chez Patrice Longo, réserve des Monts d'Azur, avec cet magnifique espace où il a pu mettre bison, cerf, chevaux de Przewalski, et puis maintenant il a encore ajouté la liste avec des mouflons pour le moment, des daims, etc. Enfin bon, c'est un espace expérimental très original et très intéressant. Et je termine avec ce bison aquatique qui se régale de Potamo,